L'histoire raconte qu'un éléphanteau, attaché à un arbre par une simple corde, s'épuisait chaque jour à essayer de se libérer. Après 1000 tentatives infructueuses, il finit par accepter que sa liberté est impossible. Des années plus tard, l'éléphanteau grandit, devenu un colosse puissant de plusieurs tonnes. Il reste pourtant docilement enchaîné par cette simple petite corde en coton. Il ne tire jamais dessus car il reste persuadé que l'arbre est toujours plus fort que lui. L'éléphant vécut ainsi toute sa vie prisonnier de cet arbre. Il ne découvrit jamais qu'il lui suffirait d'un seul pas pour briser ses chaînes invisibles. Jusqu'au jour où il rencontre un singe perché sur une des branches de l'arbre. Bienvenue pour cette 4e vidéo, qui porte sur le 4e péché capital de l'école. Cette vidéo est totalement la suite de la vidéo d'hier sur l'identité. Si vous ne l'avez pas vue, je vous mets la vidéo en description, vous pouvez aller la voir avant ou après celle-ci. Et hier, on a vu que l'identité, c'est quoi? L'identité, c'est un système de croyances. Et parmi les croyances les plus fondatrices de ce système, on trouve l'impuissance apprise, le 4e péché capital de l'école. L'impuissance apprise est fondatrice chez chacun de nous, puisqu'elle fait partie de ces croyances qui délimitent le territoire de notre identité. Et l'impuissance apprise est la plus dangereuse, car elle se trouve à la frontière de notre moi. C'est un petit peu comme la police aux douanes qui décide de qui est-ce qui peut passer et qui doit rester là. Et malheureusement, l'école est le lieu où se répand le plus facilement ce péché. Voyons ensemble d'où vient ce concept de l'impuissance apprise dans la littérature scientifique. Et voyons comment est-ce qu'il fonctionne. C'est Martin Seligman, un chercheur en psychologie très déter et qui s'est motivé en 1978 à décoder les rouages de ce phénomène. Et l'expérience qu'il a mis en place avec son équipe, elle est un peu border, mais bon, à l'époque, c'était une autre époque. Ils font l'expérience avec des chiens et des rats, et à chaque fois, on a le même résultat. Les animaux enfermés reçoivent des chocs électriques qu'ils ne peuvent pas vraiment éviter, puisqu'ils sont enfermés. Les rats finissent par tomber en dépression, jusqu'au point où même lorsqu'on leur ouvre la porte, eh bien ils sont même plus capables de sortir de leur situation, de sortir de la cage. Pourtant, la porte était ouverte. C'est assez fou, n'est-ce pas? Eh bien, les amis, Seligman a prononcé cette phrase. La cage a été mise dans leur tête. Alors, l'étude est plus ou moins connue, vous en avez sûrement déjà entendu parler, mais ce qui va être intéressant, c'est de voir quelles sont les conclusions de Seligman après cette expérience. C'est qu'ils ont découvert que l'impuissance apprise est régie par 3 éléments, qu'on appelle les 3 P. La première, c'est la personnalisation. C'est le fait de se blâmer soi-même et non l'extérieur, de blâmer sa personne comme étant la cause du problème. Le deuxième P, c'est en anglais pervasive. Oh, brother. Le deuxième P, c'est en anglais Excuse me. pervasiveness. Excuse me? Pervasiveness. Excuse Waouh, me? on va y arriver. Right, bro. Le deuxième, c'est en anglais pervasiveness, qui veut dire l'omniprésence. C'est le fait qu'on croit que le problème est présent partout. C'est le fait de croire que le problème affecte tous les domaines de la vie. Et le troisième P, c'est la permanence. C'est croire que le problème ne se finira jamais, qu'il perdurera dans le temps. Edgar Morin disait que l'école, c'est la résignation à l'emmerdement. Mais je rajouterais que c'est aussi la résignation à l'impuissance. Parce que c'est exactement ce qui se passe à l'école. Où certaines situations toxiques, certains professeurs débordés, sont tels des chocs électriques sur ces élèves enfermés dans une salle de classe. Des élèves qui finissent par se persuader eux-mêmes qu'ils sont incapables, qu'ils ne sont de toute manière pas faits pour les sciences, qu'ils ne sont pas faits pour la lecture. Et chaque année, j'ai des élèves qui sont atteints de cette maladie scolaire. Ça me rappelle une élève que j'avais eue en cours de maths et qui s'était totalement bloquée lors d'un calcul mental. Et en fait, cette élève-là, je sentais qu'elle avait un vrai potentiel. Donc on était en train de faire des exercices tranquillement, on commençait la première séance, je posais certaines questions, voilà, je la mettais à l'aise, et à un moment, je vois qu'elle se bloque, elle se crispe, parce qu'elle n'arrive pas à faire un calcul, et en fait, je vois sur son visage toutes les émotions s'enchaîner. Je vois en fait les 3 P se cristalliser sur son visage, et je sens qu'elle est passée par la personnalisation, qu'elle pensait que c'était elle le problème, si elle n'arrivait pas à faire l'exercice, si elle comprenait pas l'énoncé. Deuxièmement, je l'ai vu passer par l'omniprésence, croire que ce problème-là était si grave qu'il concernait toute sa vie. Et je l'ai vu passer par la permanence, et croire que ce problème ne se résoudrait jamais. En une fraction de seconde, elle est passée d'une élève enjouée et motivée à un corps renfermé et une mine attristée. J'ai vu sur son visage la phrase « n'essaye même pas ». Et c'est là que le psychologue en moi s'est réveillé. Je sais plus exactement ce que je lui ai dit, mais je me suis simplement mis dans la posture de celui qui ne la blâme pas et qui ne prend pas au sérieux ce problème qui paraît si grand
à ses yeux, ne pas arriver à faire l'exercice. Alors qu'est-ce que je fais? Je lui rappelle simplement ce qu'elle a pu faire avant, et qu'en fait si elle a pu faire l'exercice d'avant, ben là elle peut faire celui-là. J'ai vu qu'elle était dans un état beaucoup trop fermé, donc je lui ai pas demandé de le faire justement, je l'ai fait devant elle. Je lui ai dit, bah regarde, ça, toi tu l'as fait ici. Bah, là regarde, c'est comme ça, c'est pareil. Non. Et j'ai vu son visage, je l'ai vu un peu perplexe. Elle a enchaîné les exercices d'après. Et là, c'est vraiment une des fois où j'ai été le plus abasourdi de ma vie. J'ai vu un changement drastique. L'élève a commencé à enchaîner tous les autres exercices d'une vitesse où même moi, j'arrivais pas à suivre. Et là, je me retourne vers elle et elle me regarde comme ça et en souriant, elle me dit, mais je suis trop forte en fait. Et là, on a tous les deux éclaté de rire parce que c'était assez jouissif de voir comment est-ce que l'impuissance apprise, qu'il avait gangréné jusque-là, venait de voler en éclats. Je voulais vous raconter cette histoire pour voir comment est-ce qu'on peut se débarrasser de cette impuissance apprise, comment on peut la désamorcer. Vous vous rappelez de notre histoire du début avec cet éléphant attaché à un arbre. Cet éléphant qui a grandi, qui n'essayait même plus de tirer sur la corde, sauf que sa vie allait changer le jour où il a rencontré le singe qui faisait une sieste dans l'arbre. Donc le singe regarde l'éléphant et lui dit, tu sais l'éléphant, la corde n'est plus autour de ton pied. Tu es libre de partir. L'éléphant le regarde. Depuis tout petit, cette satanée corde m'attache à l'arbre sur lequel tu es en train de dormir, mon vieux. Le singe lui dit, tu es libre, je te dis. Car la corde qui t'empêche aujourd'hui de partir, elle n'est plus autour de ta jambe. Elle est dans ton esprit. Le singe, à peine fini sa phrase, entendit un clac et sentit l'arbre trembler. Il ouvrit les yeux et vit au loin l'éléphant courir et sauter partout, la corde déchirée à son pied. Donc vous l'aurez compris les amis, la première étape pour désinstaller ce péché, c'est tout d'abord le reconnaître, le voir à l'œuvre. Et pour ça, je vais simplement vous laisser vous-même faire cet exercice et je vais vous donner 3 questions. Vous pourrez les réutiliser à votre sauce et explorer ce que ça donne pour vous. La première, c'est quels sont les domaines où je suis encore cet éléphant? Où est-ce que je ne suis pas encore conscient des chaînes mentales que je me donne quant à l'entrée à un nouveau sujet? Deuxième question, quand est-ce que j'ai conclu que ce domaine n'était pas fait pour moi? Et la troisième, est-ce que je ne lis pas de livres par réelle préférence d'autre chose, ou est-ce par croyance de ne pas être capable de comprendre facilement ce qu'il y a dedans? La dernière question concerne les livres, et c'est pas pour rien, parce que la lecture et les livres sont le lieu par excellence où on a tous fait l'objet de l'impuissance apprise. Et l'ironie du truc, c'est que le livre, c'est la première arme du savoir, pour se libérer des chaînes de nos conditionnements. Quand on était petit, on était intéressé par ce qu'il y avait dans les livres. On voulait qu'on nous lise une histoire avant de dormir. Alors certes, on vit dans un monde où l'IA et la technologie vont révolutionner notre manière d'apprendre, mais soyez-en sûrs, le livre restera de manière certaine la voie dorée pour l'apprentissage libre. Et pour plusieurs raisons qu'on verra dans une autre vidéo, comme l'effet Lindy qui nous dit que les livres étaient là il y a 1000 ans, donc ils seront là dans 1000 ans, à l'inverse d'Internet, des téléphones. Je ne dis pas qu'ils vont pas exister dans le futur, mais qu'ils ont beaucoup moins de chances d'exister que quelque chose qui était là il y a déjà 1000 ans. Mais ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que lire, c'est la voie dorée pour l'apprentissage, parce que c'est l'outil de prédilection pour combattre l'impuissance apprise. Car en plus d'être un vrai entraînement pour les différentes parties de notre cerveau, lire est ce qui nous permet d'explorer le plus librement tous les sujets du monde. Ok, vous prenez n'importe quel problème de votre vie aujourd'hui. Vous allez acheter 2 livres qui vous plaisent sur le sujet, de préférence un peu contradictoires, et vous les lisez. Bingo! En plus d'avoir résolu votre problème, vous en savez maintenant plus sur ce sujet que 90% de l'humanité. En résumé les amis, le 4e péché de l'école est un des plus sournois. Mais si on ouvre les yeux dessus et qu'on tire simplement sur la corde, eh bien, on peut de nouveau marcher. À demain pour la suite des événements.